Est-ce que vous m'entendez bien? On s'installe, ouais, jusqu'au fond, c'est bon, tout va bien. Eh bien, bienvenue dans ce talk. Merci à vous tous d'être présents. Je m'appelle Xavier Hanin, je travaille chez 4SH, je suis directeur général, directeur technique et associé chez 4SH. Je suis aussi le papa de 2 enfants, donc je suis très fier, Jules et Maël. Voilà, je fais un petit coucou à Jules qui va peut-être nous regarder en streaming, et c'est lui qui a fait le slide là d'accroche et qui utilisait des IA pour générer les robots. Voilà, ça sera à peu près le seul moment où on parlera d'IA dans ce talk, donc bon, je voulais le signaler quand même, mais c'est mon fils qui l'a utilisé. Voilà, je ne suis pas que DG d'une ESN de 100 personnes, je suis aussi développeur. Voilà, ça fait 30 ans que je fais du dev. Je fête cette année mes 30 ans de dev depuis 1994. Je fais du dev Java depuis 97. Voilà, je suis un vieux dev. Et du dev Kotlin depuis 2018. Le talk d'aujourd'hui, donc microservices Kotlin du benchmark. On va s'intéresser à comparer un petit peu différentes stacks serveurs en Kotlin sur de la JVM, mais développé avec du Kotlin, donc avec des coroutines, Virtual Thread, gRPC, HTTP. On va faire des petits matchs entre ces différentes technos. L'idée de ce talk, pour donner un petit peu de contexte et de background, chez 4SH, donc on est une centaine de personnes avec environ 50 devs. On fait pas mal de code depuis pas mal d'années. On a voilà, un paquet de repos Git, beaucoup de projets, beaucoup de commits et tout ça. On travaille sur différents sujets qui vont de la supervision de plusieurs dizaines de milliers de bornes de recharge pour véhicules électriques. En France, on fait la gestion des opérations logistiques pour un leader mondial du pallet pooling. On travaille dans 13 langues, 50 pays, avec des milliards de positions là-dessus, des flux logistiques, des scorings, etc. Et souvent, sur ces différentes choses-là, donc on a des problématiques back-end et performance. Donc ça m'a donné l'idée d'essayer de tester un petit peu les différentes solutions qu'on peut avoir chez nous, qu'on utilise ou pas encore. Donc beaucoup de nos projets sur les stacks serveurs sont en stack JVM, avec soit du Kotlin, soit du Java en termes de langage, mais beaucoup de Kotlin. Et on fait beaucoup de DB Mongo, on fait aussi du relationnel avec du Postgre notamment, mais on a quand même beaucoup de bases de données Mongo. On utilise des API HTTP. Historiquement, on faisait que du HTTP, et puis après on a fait du GraphQL, différentes choses, et maintenant on fait pas mal de gRPC sur nos projets, donc ça va dépendre un petit peu des différents projets. On a une approche qui est microservice ou monolithe ou migrolithe ou microservice en fonction des cas, voilà, et puis des historiques, du legacy, etc. Beaucoup d'archi hexagonales, on essaie de le pousser sur beaucoup de projets. On utilise des coroutines en Kotlin sur certains projets, des plateformes thread sur d'autres projets. Et l'arrivée des virtual threads l'année dernière avec Java 21 vraiment en mainstream nous a fait nous poser la question, est-ce qu'on veut utiliser de la virtual thread en production? Et aujourd'hui, on ne l'utilise pas encore en production. Donc voilà un petit peu pour du background là-dessus, d'où ça vient. Du coup, toutes ces questions-là, on s'est dit comment comparer tout ça? Une des façons de comparer les choses, il y a des aspects style de code, comment on va développer les éléments, mais il y a un aspect qui nous intéresse aussi, c'est l'aspect benchmark, de regarder qu'est-ce qui est plus performant entre ces différentes solutions. Aujourd'hui, on va faire des petits benchmarks. Je vais faire des benchmarks en live, je vais les lancer en live, on va voir les résultats en live. Donc ça sera des vrais résultats tels qu'ils sortent. Un parti pris dans la présentation, c'est qu'il n'y a pas de tuning. Donc j'ai pris chacune de ces solutions et j'ai pas essayé de tuner les différentes solutions en ajustant les différents pools de threads, les différents éléments qu'on peut avoir dessus. C'est le parti pris, simplement de départ, parce que sinon, en fait, je risquais d'évaluer plus ma compétence à tuner une des solutions, plus que vraiment les différentes solutions, comment elles se comparent entre elles. On va faire des matchs. Donc dans ces matchs, qui sont les prétendants, donc nos petits robots qui vont représenter nos différentes technos. Sur la partie HTTP, aujourd'hui, on va utiliser du Spring Boot Kotlin, donc, dans lesquels on va avoir du Spring Boot en platform thread ou en virtual thread, qu'on aura dans nos matchs. Toujours sur la partie HTTP, on va utiliser Ktor pour la partie donc, Ktor HTTP coroutine, donc, qui est un framework développé par JetBrains directement et qui présente donc vraiment des optimisations sur les coroutines de Kotlin. Et puis on va avoir trois petits robots sur la partie gRPC. C'est la stack qu'on va utiliser pour la partie gRPC. C'est un serveur qui s'appelle Armeria, dont je parlerai après. Notre cas de test, on va faire un benchmark, donc on va avoir systématiquement un même cas de test. Donc c'est important quand on prépare un benchmark de dire qu'est-ce qu'on veut tester.
quel est le cas de test qu'on veut tester. On peut tester un applicatif très complexe et avancé dans un talk. Donc, on va se focus sur un cas de test qui est très très simple. On a parlé de microservices. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans des microservices? Souvent, on va avoir un serveur qui communique avec d'autres serveurs. Donc, notre microservice qu'on va tester, il va à la fois faire des appels dans une base de données et faire des appels à un autre serveur pour aller chercher des informations sur un autre serveur. Donc, c'est ça qu'on veut un peu mesurer. Donc là, on a le code un petit peu qui sera quasi commun à toutes les solutions. Il a dû être un petit peu adapté en fonction des solutions. Ça, c'est la partie domaine là, de mon parti d'une architecture hexagonale. Il y a certains frameworks qui ne se prêtent pas très bien à l'archi-hexa, et du coup, ce n'est pas exactement ce code-là dans les frameworks qui ne sont pas très hexagonaux. Donc, si je regarde un peu comment s'est fait ce cas de test, donc j'ai une fonction qui va chercher des personnes avec des stats en fonction de leur last name. Voilà. Donc derrière, je vais appeler un repository qui va faire cette recherche by last name. Donc l'implémentation du repository va faire une recherche dans une base MongoDB. Je vais mapper les résultats là-dessus en associant à chacune de ces personnes, je vais associer une aire, une GeoBounding Box, donc une aire géospatiale. Et puis derrière, je vais construire en résultat un person with stat, et donc je vais avoir la personne là-dessus, la bounding box qui a été calculée à partir de là où est placée cette personne-là, et puis je vais demander à un repository de compter les personnes qui sont autour de celle-là, donc je vais avoir le count ici, by bounding box, donc je vais aller compter simplement pour chaque personne retournée, je referai un appel dans la base de données pour aller faire un count. Donc ça, c'est pour simuler des choses où je vais avoir plusieurs appels en base de données sur mon cas de test. Donc c'est assez fréquent dans des microservices qu'on ait besoin d'aller faire plusieurs appels. Donc là, on voit qu'on est sur des requêtes un peu N+1. J'ai mon appel principal et ensuite un appel pour chacun des éléments retournés. Ce n'est pas forcément des bonnes pratiques, mais c'est un des éléments que je voulais mesurer, notamment pour voir la partie asynchrone des I/O. Et puis là, je vais aller appeler un service POI là, pour aller chercher des points d'intérêt par bounding box. Je les recherche, et là je fais un truc très moche parce que je vais les rechercher ces POI, et après tout ce que je fais c'est les compter. Donc c'est un peu dommage de ne pas demander directement un count, voilà. Mais c'est uniquement pour le cas de test, je voulais avoir un petit peu de trafic réseau, pas ramener que un entier en fait directement de mon autre serveur, et avoir un élément, j'appelle un autre microservice, et là c'est toujours sur ce N+1, donc je fais autant d'appels que j'aurai de résultats. OK pour le cas de test. Donc après on va avoir notre serveur under test, donc là-dessus, on va prendre nos différentes technos là-dessus sur ce cas de test. On va avoir le serveur qu'on veut tester et puis comment on va tester ce serveur-là. Comment on va le tester? On va faire donc notre appel, comme je disais tout à l'heure, le search many person with stat by last name. Donc on va faire notre appel sur ce serveur-là. Donc on va le faire en gRPC ou en HTTP en fonction du cas de test qu'on veut avoir. Notre serveur, du coup, il va aller interroger une base de données MongoDB. Donc, dans le cas de test, on a 100 000 personnes dans la collection qui va être interrogée. Donc, elle va être interrogée à la fois pour rechercher les personnes par last name. Là, elle est organisée, la base, pour qu'il y ait environ 200 personnes qui correspondent en fait au last name qui va être donné à chaque fois, qui changera. Dans le cas de test, on fait changer le last name, mais on a environ 200 personnes qui matchent. Pour vérifier un petit peu le volume que ça peut ramener, mais on limite ici à 2 le nombre de résultats, puisqu'on a une requête qui est N+1, donc le nombre d'appels qu'on va faire derrière sera limité à 2, mais on peut très facilement, sur ce bench-là, dans le cas d'aujourd'hui, je me limite à 2, mais on peut très facilement passer à 10, changer ces paramètres-là pour vérifier un petit peu le comportement de mon serveur en fonction de ce changement de paramètres. Du coup, derrière, je vais compter pour chacune de ces 2 personnes. Et derrière, je vais également faire un appel à un autre serveur. Cet appel sera lui-même en gRPC ou avec une API REST HTTP pour aller chercher les personnes aux alentours. Donc ça, on en fera 2. Et ça renverra systématiquement 3 POI seulement. J'avais fait différents cas de test où je renvoyais plus, je faisais des vrais serveurs et tout ça. Mais je me retrouvais plus à tester finalement le serveur de POI que le serveur under test en lui-même. Donc du coup, j'ai fixé un petit peu les éléments pour que le serveur de POI, lui, j'ai garanti qu'il savait scaler largement au niveau dont j'ai besoin pour mon serveur under test, assuré de ça.
Et derrière, donc, on va renvoyer les éléments de résultats. Ici, si on regarde un petit peu ce que ça donne, ces résultats-là, bon, c'est tout flou ici, mais bon, ça renvoie donc une personne avec un nom, un prénom, une adresse, un geopoint, et puis la bbox associée, et ici, avec les informations du nombre de personnes, du nombre de voisins dans l'area, et le nombre de POI, qui sera toujours 3, ici. Voilà, donc ce qui sera renvoyé ici, systématiquement, c'est 2 personnes de ce type-là. Voilà, donc ça c'est notre cas de test avec le serveur qu'on va utiliser à chaque fois. Pour benchmarker les choses, il va falloir les comparer. Bien sûr, comme on parle de performance, on va devoir parler de ressources aussi qu'on va avoir à disposition sur nos éléments. Donc le serveur under test en lui-même, qui sera commun quel que soit le bench que je vais faire, que je fasse du gRPC, HTTP, etc. On aura toujours donc un serveur Kotlin JVM, donc derrière on a une JVM qui sera basée donc sur une image Eclipse Temurin 21, une image alpine, donc qui est commune à tous nos cas de test. Elle est paramétrée systématiquement avec un seul paramètre de JVM qui est la taille de la heap, avec un -x mx à 7 Go, donc on va donner 7 Go de heap à la JVM qui sera largement assez pour faire ce qu'elle a à faire, donc on ne va pas la contraindre au niveau RAM. Et la VM, en fait, on va faire du Kubernetes. Donc, en fait, cette image-là, elle va tourner dans Kubernetes avec des limites qu'ils ont positionnées. On va limiter à 4 CPU et 8 Go de RAM. Donc, voilà, quand on va benchmarker, bien sûr qu'on pourrait faire des essais avec d'autres configurations de CPU, de RAM. Mais là, c'est le cas qui sera pris ici pour tous les exemples. Derrière, on attaque une base MongoDB. J'ai dit, on est en Mongo 8.0.1, qui est sorti assez récemment. Elle est installée avec un chart Helm. Et on mettra 8 CPU, 8 Go de RAM. Ça a été sizé pour qu'elle sache répondre sans problème. Voilà, on peut s'approcher parfois de la limite de l'attaque à MongoDB, mais on ne va pas atteindre, on ne va pas saturer notre base MongoDB sur le test. Donc, ce n'est pas la base, elle, qui va saturer. Notre serveur POI, il est fait en Kotlin aussi. Pareil, avec quelques paramétrages là-dessus, mais en fait, il fait très peu de choses parce qu'en fait, c'est du fake. Il ne fait pas des vraies recherches pour pas que ce soit lui le facteur limitant. Derrière, on va utiliser un outil pour faire le benchmark en lui-même. L'outil que j'ai utilisé, ça s'appelle Cassis. Donc, on va aussi le faire tourner dans le cluster Kubernetes. Ce serveur Cassis, donc il y a un outil de load testing qui va nous sortir, il a différentes sorties possibles. Là, ce qu'on va regarder directement, c'est sa sortie standard qui va nous donner les informations du nombre de requêtes par seconde, notamment qu'il aura réussi à faire. Et donc le Cassis, il est paramétré avec 6 CPU. Ici, le test va tourner, il aura 6 CPU de son côté, donc plus de CPU pour le client de test que le serveur under test. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut tuner en fonction des cas d'usage. Notamment Cassis sur la partie gRPC consomme plus de ressources et du coup, il y avait besoin de lui donner suffisamment de CPU pour s'assurer qu'il tourne bien. Tout ça, on va faire tourner donc sur Kubernetes. Là, on va être sur du GKE, donc l'offre de Google, Google Cloud, là-dessus. Donc, on va tourner sur un cluster qui a des nœuds de 8 CPU, 8 Go de RAM. Là, j'ai mis 4 nodes, mais c'est faux. Là, j'en ai mis un petit peu plus pour être tranquille. Mais normalement, les 4 nodes sont suffisants pour ce cas de test-là. Quand j'en ai fait tourner d'autres, là, en ce moment, il a un peu plus de ressources que ça. Les éléments sont paramétrés ici pour s'assurer que le serveur under test ne va pas tourner sur un node sur lequel il y a autre chose qui tourne du point de vue systématiquement au niveau du déploiement de Kubernetes. On va s'assurer que le serveur, même s'il n'a que 4 CPU, ça sera une limite à 4 CPU sur les 8 de la VM, mais il n'y aura pas autre chose qui tourne en même temps qui pourrait amener à dégrader les performances. Voilà donc pour tout le contexte. Donc on est parti pour des petits matchs. Allons-y, on va commencer. Donc, premier match, on va tester Spring Boot. Spring Boot en plateforme thread. Donc ici, ça c'est le code directement de ce qui est utilisé. Donc, du code très très simple de newbie complet Spring Boot. Si on suit n'importe quel tuto de Spring Boot pour faire un petit peu de Kotlin, donc on retrouve les choses un peu comme ça. C'est du Spring Boot en mode Spring. Enfin, c'est la partie web. Qui n'est pas réactive de Spring, donc c'est la plus ancienne, c'est ce qu'on trouve souvent dans les premiers tutos. Ici, et notamment comme on va tester les plateformes thread, ça me semblait assez pertinent de rester sur la partie non réactive de Spring. Donc là, on voit un petit REST controller là-dessus, donc qui va derrière faire supporter les appels HTTP.
qui va faire les appels qu'on a détaillés tout à l'heure dans le cas de test. Le repository Mongo est vraiment très classique de Spring. Il est généré par Spring Data Mongo. Et le client va utiliser un REST, le client REST va utiliser un REST client, REST template là, de Spring Boot. Allons-y, on va lancer ce premier bench. Oula. Hop, 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 hop. Juste que je me retrouve là. Donc là, si vous y voyez, j'ai mon cluster. Là, c'est une console K9S qui est ouverte en haut. Je ne sais pas si c'est assez gros. C'est peut-être un peu petit. Hop, dans le fond, ça va à peu près. C'est juste. Hop. La fonte en haut, bon, on va voir un peu les choses, je ne montrerai pas à chaque fois. Donc derrière, je vais avoir un script ici. Donc en haut, là, j'ai des pods. Pour l'instant, j'ai 4 pods. Ici, j'ai ma base Mongo, un person deployment, là, mais j'en ai pas besoin parce qu'en fait, il va être remplacé. Et j'ai mes 2 services de POI, là, un en HTTP, un en gRPC, eux, ils tournent tout le temps, ils sont pré-lancés par rapport à mes tests. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter ici un script. Ici, donc, ce que je veux bencher, c'est Spring en plateforme thread. Donc là, je lance mon script. Que va faire mon script? En fait, il va commencer par lancer un deployment de mon app Spring, ici, puisque je veux bencher Spring. Donc si je regarde ici dans mes logs, je vois que j'ai bien un serveur Spring qui a été lancé ici. Donc il a démarré très rapidement mon serveur. Ensuite, il va lancer un job ici de warm-up. Vous savez que sur la JVM, il y a pas mal de choses qui se font au départ. Donc là, je ne suis pas en mode pré-compilé de la JVM. Donc c'est important de chauffer d'abord ma JVM avec des appels. Donc là, je vais avoir un script cassis. Donc je ne vais pas regarder le résultat. Il est là uniquement pour aller commencer à taper un petit peu sur mon serveur. Et donc, ce sera systématiquement exactement le même protocole qui sera utilisé. Donc, il y aura toujours un certain nombre d'appels pendant une dizaine de secondes. Là, on va faire le plus d'appels possible pendant 10 secondes sur l'élément. Donc là, il s'est terminé. Pardon. Hop. Ici, je retourne sur mes pods. Et donc là, on a lancé, une fois que ce premier serveur de warm-up, ce script de warm-up a été lancé et qu'il est terminé, qu'il est completed, là, on a le script cassis là qui tourne. Vous voyez qu'il va tourner pendant 1 minute et 2 secondes. Il y a une toute petite rampe au départ et à la fin. Donc il va tourner pendant 1 minute et faire le plus de requêtes possible. Ici, avec un nombre de VU qui est configuré ici. Je crois que dans le slide, j'avais indiqué 600, mais en réalité, là, on voit que c'est 200 VU qui ont été configurés. Donc on a les virtual users sur cet outil de load testing qu'ils appellent virtual user, c'est le nombre de choses qu'il va faire en parallèle. Donc il va avoir 200 exécutions parallèles qui vont essayer chacune de faire le plus de requêtes possible. Il va enchaîner des requêtes. Je fais une recherche par un nom au hasard parmi 10, et puis j'enchaîne. J'en fais le plus possible jusqu'à arriver à un résultat. Donc là, ça y est, mon premier bench s'est terminé. Comme ça, donc avec derrière un serveur avec donc 4 CPU, une JVM qui tourne comme ça, du Spring Boot. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées comme ça parmi vous du nombre de requêtes par seconde? C'est la seule métrique qu'on va regarder. Nombre de requêtes par seconde qu'on peut faire. Donc à chaque appel, chaque requête, on va faire donc un appel en base MongoDB, retourner 2 éléments, et pour chacun de ces éléments, on va aller faire 2 interrogations de MongoDB, et 2 interrogations d'un service tiers qui répond, je ne l'ai pas dit, en 10 millisecondes. Il est réglé pour le service de POI pour répondre en 10 millisecondes à chaque fois. Donc le mieux qu'on puisse faire en temps de réponse, c'est 20 millisecondes. Le temps d'appel des 2 fois, c'est 20 millisecondes, plus ces appels DB qu'on va avoir rajouté à ça. Donc je ne sais pas si vous avez une petite idée. Est-ce qu'il y en a qui pensent que on va atteindre les 500 requêtes secondes? Levez la main comme ça si vous pensez qu'on peut être à 500 requêtes secondes. Est-ce qu'il y en a qui pensent 500 requêtes secondes, ça c'est raisonnable, 500 requêtes secondes, quelques-uns, moyen, pas beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'on peut atteindre les 1000 requêtes secondes? 1000 requêtes secondes, ça commence à... ouais. Ou plus, donc n'hésitez pas à lever si vous pensez que c'est plus. 2000 requêtes secondes, il y en a qui pensent qu'on peut faire 2000 requêtes secondes ou plus. Ouais, ça commence à baisser les mains. 3000 requêtes secondes. 3000, il y a encore quelques mains levées. 3000, 4000, 4000, qui dit mieux? Qui dit mieux? Là, 4000, là, il n'y a plus beaucoup de mains. 5000, 5000, ah non, là, les mains se baissent. Ok, donc les plus... ceux qui pensent qu'on peut aller plus loin pensent peut-être aller jusqu'aux 4000. Voyons ça. Ici, je vais entrer donc, dans les logs. Ici, donc mon résultat, j'ai atteint les 2560 requêtes secondes. Voilà. Sur Spring Boot, sur ce petit test-là, mais qui fait quand même un certain nombre d'appels. 2500 requêtes secondes. Et si on regarde ici le détail,
On voit que donc le min, ici, qui a atteint en temps de réponse, c'est 23 millisecondes. Je vous disais, vraiment, le strict minimum qu'on puisse avoir, c'est 20 millisecondes, ce qui vraiment, il ne faisait rien, ce serveur-là, puisqu'il appelle 2 fois un serveur qui prend 10 millisecondes. Donc forcément, il y a la latence supplémentaire. La latence supplémentaire, elle est très faible sur ce cas du min, puisqu'on n'a que 3 millisecondes en plus des 20 millisecondes qui sont imposées par le serveur de POI. Et on voit qu'on va monter, donc ici, on a une valeur médiane à 72 millisecondes. Dans 90% des cas, on est autour de 100 millisecondes et on a un max à 374 milli. Okay, avec quand même une forte déviation par rapport au min de 23 millisecondes. On voit qu'on a pu monter quand même pas mal par rapport à ça. Bon, mais c'est pas mal déjà comme résultat là-dessus, sur ce premier test, premier résultat. Maintenant, on a dit ce qu'on voulait faire, c'était des matchs. Hein, donc on va essayer de confronter un petit peu ce Spring Boot Platform Thread là. Alors quel opposant on va lui amener, quel match on va confronter, on va lui mettre en face de lui un petit Cater, donc notre petit robot jaune là, Cater. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec lui? Donc je vais commencer par lancer le bench et après je vais expliquer un petit peu plus Cater parce que là on ne va pas le suivre en direct à chaque fois. Là je reviens là-dessus, je lance mon bench Cater. Pas Spring Cater, non, c'est Cater tout court. Hop. Là, c'est parti, je vérifie juste, voilà, qui crée mon truc Cater. Là, on vérifie, c'est bien un Cater qui a été démarré, Cater serveur, ok. Du coup, Cater, on est en quelle version? La toute dernière version de Cater, Cater 3.0, sortie le 10 octobre, donc elle a moins d'un mois ou un mois, enfin. Voilà, donc c'est du tout récent. Donc Cater, c'est quoi le leitmotiv de Cater? C'est simple and fun, donc créer des serveurs et des clients. Donc il y a les deux parties dedans qui sont asynchrones pour faire des microservices. Donc on est en plein dans la cible. Cater, c'est orienté vraiment Kotlin et coroutines. C'est fait par JetBrains, qui sont les créateurs de Kotlin et qui maîtrisent les coroutines parfaitement. C'est léger et flexible, comme bien indiqué. Et puis, dans les nouveautés de Cater 3.0, c'est des nouvelles features et notamment des performances améliorées. Donc là, on est en plein dans le truc qui ça nous annonce que ça va envoyer, quoi. Ça va envoyer sur les perfs. Derrière, donc, ça utilise des coroutines. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les coroutines. Je vous ai mis des petites explications très très rapides et simples là-dessus. Ma première coroutine. Voilà comment on peut faire des coroutines. On peut par exemple partir d'un monde platform thread et faire un run blocking qui va permettre de rentrer dans le monde des coroutines. Ici, donc, créer, lancer une coroutine et bloquer mon main. Et puis après, dans cette coroutine-là, je suis dans un scope qui va me permettre de lancer d'autres coroutines. Et puis ces coroutines, je peux faire des choses comme un delay qui va mettre en pause la coroutine de façon complètement asynchrone, ici sans mettre en pause de thread associé. Donc la promesse de ça, c'est qu'on va pouvoir faire des choses en asynchrone sans utiliser un nombre de threads qui correspondent au nombre d'appels qu'on fait. Et bien souvent, on va utiliser donc ce qu'on appelle des suspend functions, donc avec un mot-clé suspend qui va permettre de déclarer nos fonctions comme pouvant avoir un point de suspension. Et du coup, quand on va être dans des coroutines, on va appeler ces suspend functions qui peuvent suspendre du coup l'exécution sans suspendre la thread associée et donc bénéficier de ça. Et donc là, en Cater, tout a été fait pour que à la fois le client HTTP et le serveur HTTP supportent ces mécanismes asynchrones des suspend functions. Ok, au niveau du code, ça ressemble à quoi Cater, ici le cas de test très basique. On va avoir donc du routing. Ici, on a du routing qui va indiquer, je réponds sur person with stat avec le last name. Je vais faire un call pour répondre. Là, j'aurai à ma disposition un call. Et je vais répondre dessus avec mon appel de service. Et mon service derrière, c'est le service que j'ai montré, que je ne remontre pas à chaque fois, hein, et qui lui va appeler, pour la partie repository Mongo, il va appeler donc ici, il va utiliser le driver Mongo, en fait fournit directement un driver Kotlin qui supporte les coroutines. Donc là, on est directement sur un support des coroutines de Kotlin, ce qui nous permet ici de renvoyer directement un flow. Quand je fais un collection.findPerson ici, dont le nom est égal à ce que j'ai passé en paramètre, avec la limite, ça va me renvoyer directement un flow qui est un des mécanismes des coroutines Kotlin. Pas directement des coroutines, mais qui s'appuie sur les coroutines Kotlin, pour renvoyer donc une liste d'éléments, mais qui va être complètement asynchrone dans sa consommation. Et derrière, j'ai un client ici qui va utiliser donc
un des clients de Cator. Cator fournit différents clients HTTP. Donc là, le client qui est utilisé, c'est un HTTP client qui est basé sur un client du monde Java, qui est un client Apache. Apache 5 ici. Donc c'est le client qui sera utilisé ici et on a une suspend function pour l'appel derrière puisque ce client.get là est suspend derrière. Allons voir le résultat. Ici, si ça s'est terminé, c'est tout juste terminé, je crois. Non, ça c'est oui, le Spring PT, il était déjà terminé tout à l'heure. Ça, c'est mon résultat de Cator. Alors, je vous ai pas fait demander c'est meilleur, c'est moins bon et tout ça. Vous avez directement le résultat. 1400 requêtes secondes. Hein, on avait des promesses. Et là, bah, finalement, en Spring Boot, le bon vieux truc qu'on utilise depuis bien longtemps, bah, c'est pas si mal. Pour ce cas de test-là, 1400 requêtes secondes avec Cator. Comme il me reste 20 minutes, je continue à avancer avec un autre match. Maintenant, on va voir si Spring Boot en virtual thread est aussi un peu dégradé finalement ce côté, je fais mes IO asynchrones et tout ça, est-ce que finalement ça dégrade aussi les choses côté Spring Boot en le basant cette fois sur des virtual threads. Donc là, je vais directement lancer mon bench de Spring VT, ici. Là, on va lancer, du coup, je vois qu'il me lance mon person deployment ici. J'ai bien un Spring qui est lancé, OK. Je reviens sur l'explication ici, j'ai mon bench. Donc là, c'est facile. En termes de code, c'est exactement le même code que Spring Boot Platform Thread. Spring Boot, il supporte les virtual threads. Avec dans la doc, c'est pas hyper mis en avant, mais on trouve assez rapidement que pour avoir des virtual threads avec Spring Boot, il suffit de rajouter un paramètre qui dit spring.thread.virtual-enabled true. Voilà. C'est vraiment la seule différence par rapport au Spring Boot de tout à l'heure. On avait 2600 requêtes secondes tout à l'heure, à peu près 2560 il me semble, en platform thread. Là, on a exactement le même code. Hein, je ne change rien à mon code applicatif. Je viens juste rajouter un paramètre pour passer en virtual thread. Et là, on va voir un petit peu le résultat. Mais avant de voir le résultat, on va peut-être essayer de se dire, c'est quoi des virtual threads ? Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ces choses qui ont été introduites dès Java 19, mais rendues vraiment officiellement disponibles dans Java 21 pour de la production. Donc en fait, c'est une API déjà qui nous permet de créer des threads virtuels. Donc on fait un thread.offVirtual, un name, et puis on start, et hop, on fait des choses. Et derrière, on voit dans ces API que on utilise nos API classiques du monde Java pour faire notamment un thread.sleep ici. Et grâce au virtual thread, on va voir que ce thread.sleep, il ne se passe pas comme celui qu'on fait d'habitude avec des platform threads. Mais nos API sont vraiment exactement les mêmes. C'est ce qui permet d'avoir ce switch Spring Boot. Ils ont dû implémenter quand même des choses de leur côté pour supporter les virtual threads. Mais vraiment, on a juste un petit switch et notre code applicatif, il n'a pas à être impacté. Plateforme thread, virtual thread, quelques éléments d'explication là-dessus si vous êtes familier ou pas avec ça. Donc vous savez, bon, on fait tourner nos programmes sur des OS qui s'appuient sur du matériel. Donc notre matériel il nous fournit des CPU. Au-dessus de ces CPU, donc on a l'OS qui va fournir des threads, ce qu'on a appelé les OS threads directement, donc qui ont directement au niveau du kernel de Linux par exemple. Vous avez un mécanisme de support des threads de l'OS. Et la JVM, depuis longtemps, elle fournit des threads, qu'on appelle des platform threads, qui sont basés directement, qui sont mappés directement sur une thread de l'OS. Donc pour une thread plateforme Java, vous allez avoir systématiquement une thread de l'OS. C'est pour ça qu'on dit que c'est assez lourd, parce qu'une thread de l'OS, il y a besoin notamment de gérer la stack de cette thread, et puis toute la gestion donc, qui va être faite côté directement OS, donc kernel Linux, donc quand on va basculer entre les différentes threads. Et donc tout le scheduling des threads va être fait par l'OS. Donc c'est l'OS qui va déterminer quel thread il va exécuter sur quel cœur, à quel moment. Donc si vous avez un même nombre d'OS threads que de cœurs, bah, c'est facile, il peut les scheduler chacune sur un cœur. Mais bien souvent, on a plus de threads que de CPU. Et à ce moment-là, l'OS va devoir passer son temps à dire j'exécute cette thread, ah tiens, elle est sleep, donc j'exécute une autre sur mon CPU. Les virtual threads, c'est quoi? Ben, c'est juste des objets Java. Donc juste des objets, ça veut dire que des objets Java, hein, quand on fait du Java, ben on instancie très régulièrement, on fait des new quelque chose, et puis on instancie un objet. Ben, une virtual thread, c'est ça, c'est un truc, on fait un new. Ben, quand on fait un new, on alloue de la place dans la heap, sur le tas.
Du coup, c'est juste ça, les virtual threads. Mais pour autant, il faut quand même les exécuter. Donc, comment on va exécuter ces virtual threads? En fait, on va les exécuter en venant les monter sur des threads plateformes. Et ces threads plateformes, on les appelle des carrier threads. Donc là, mon nombre de virtual threads, à un moment donné, la JVM va décider de monter mes 2 virtual threads sur des carrier threads qui, elles, sont montées derrière sur des OS threads et sur des CPU. Donc on va pouvoir adapter comme ça, avoir un certain nombre de carrier threads qui par défaut va être le nombre de CPU à disposition, avec au minimum 2, si on n'a qu'un CPU. Donc au lancement, la JVM va décider de ce nombre de carrier threads qu'on peut paramétrer, mais là j'ai fait aucun paramétrage. Donc on aura autant de carrier threads que de CPU. Et derrière, à l'exécution, on va monter nos virtual threads sur ces carrier threads et puis faire bouger comme ça nos virtual threads sur nos carrier threads. Donc le nombre de carrier threads ne va pas trop bouger, quel que soit le nombre de virtual threads qu'on aura au-dessus. Et c'est cette allocation, ce montage qui va permettre, et il va les démonter, notamment quand on fait un slip. Le thread.slip que je fais avec une virtual thread va pouvoir dire, bah, tiens, j'ai plus besoin de cette virtual thread en termes d'exécution, jusqu'à dans 500 millisecondes. Donc je peux la mettre de côté, je peux en monter une autre sur la même carrier thread qui est derrière. Donc en fait, ça fait beaucoup moins de travail à l'OS, et c'est comme ça qu'on peut monter un très grand nombre de virtual threads. Et notamment, quand on supporte les I/O aussi, il va pouvoir les démonter au moment où il y a des I/O asynchrones. Du coup, à votre avis, Spring Boot des promesses? Alors, qui c'est qui pense que Spring Boot Virtual Thread va être meilleur que Ktor? Ah, pas mal de monde. Qui c'est qui pense que Ktor est meilleur que Spring Boot Virtual Thread? Quelques personnes qui hésitent. Allons voir le résultat, s'il est sorti. Spring Boot Virtual Thread, il est là. Allons voir à combien de requêtes secondes. 3200 requêtes secondes. Donc on est non seulement meilleur que Ktor, mais on est meilleur que les Spring Boot Platform Thread. Donc là, la promesse un petit peu qui était annoncée de dire avec les Virtual Threads, on peut aller mieux gérer nos threads qu'avec les Platform Threads, on a une confirmation sur Spring Boot. Donc on active juste un paramètre sur notre Spring Boot. Hein. Dans le cas présent, je n'ai fait que ça et je suis passé de 2600 à 3200 requêtes secondes sur Spring Boot. Donc le gain en performance, il est quand même assez notable pour juste une activation de paramètres. Attention, il y a plein de pièges avec les virtual threads, donc faites attention, il n'y a pas que la performance qui compte. Et là, on est dans un cas de test très simple. Le code, je peux vous le montrer en 3 slides. Hein. Donc c'est très simple. Bien sûr que vos applicatifs souvent sont plus compliqués et qu'il faut vérifier qu'on ne tombe pas dans les pièges des virtual threads. Ok, on continue. Donc on a vu le résultat du match. Donc allons-y sur les nouveaux matchs face à gRPC. Donc on va prendre en premier affrontement gRPC Platform Thread. Allons-y, donc je vais lancer mon bench en premier et pendant qu'il tourne, gRPC Platform Thread, c'est parti. On est là, je fais confiance à mon truc, j'avance. Du coup, ce gRPC Platform Thread en Kotlin, il est basé sur un framework qui s'appelle Armeria, qui n'est pas très connu, qui est un framework de microservices orienté réactif, donc qui est vraiment basé pour faire des choses en asynchrone. Ce qui est assez intéressant en fait sur ce framework-là, c'est qu'il utilise directement les API de gRPC Java et gRPC Kotlin, qui sont des projets open source, mais développés par Google directement, qui est le créateur de gRPC. Et c'est une implémentation qui est faite par notamment le créateur de Netty. Et en fait, avec gRPC, on a des serveurs fournis de base qui sont des serveurs gRPC basés sur Netty. Donc là, on a le créateur de Netty qui a fait un framework qui est basé lui-même sur Netty et qui fait des choses donc en full asynchrone. Et c'est un Trustin Lee, là, c'est vraiment un gars qui est très très réputé dans le monde de l'asynchrone et l'optimisation de perf, différentes choses. Donc on s'est basé là-dessus, là, ici sur Armeria. J'avais aussi benché directement les serveurs fournis par Google. Quand on fait du gRPC Java ou Kotlin de base, on peut utiliser des serveurs fournis par Google. Les performances étaient assez comparables. gRPC, donc pour ceux qui, si jamais vous ne connaissez pas, donc ce qui est présenté de gRPC, c'est que c'est un framework open source, universel, pour faire du RPC, Remote Procedure Call, et haute performance. C'est la promesse, les hautes performances. On est là pour la perf, donc allons voir. Une nouvelle fois, c'est clameur de haute performance, à quel point ça tient. C'est universel parce que là, typiquement, ce qu'on trouve sur leur site, c'est qu'on peut avoir un serveur en C++ qu'on appelle depuis un client en Ruby et depuis un client en Android Java. Donc nous, on va faire rien de tout ça, on va faire du Kotlin et du JVM, mais on peut faire tout ça derrière. Et ce qui va circuler en fait sur le serveur, c'est des payloads, donc du binaire,
qui est dans un format qui s'appelle protobuf, qui est très optimisé pour le réseau. En gRPC, on va déclarer systématiquement nos contrats. Comme on est dans un truc qui est universel, le contrat doit être défini dans un format qui est universel, donc qui n'est pas en Kotlin, qui n'est pas en Ruby, qui n'est pas en Java. On a un format spécifique à la définition de nos services gRPC. Donc on appelle des protofiles. Ici, j'ai un person.proto. Et du coup, là, je vais pouvoir définir un service, ici mon person service, avec dedans un RPC, que je vais appeler mon search many person with last name. Dedans, la requête en elle-même est un message et la réponse est un message. Search réponse qui contiendra un nombre répété de person with stat. Les implémentations ici en plateforme thread, en fait, gRPC va me générer du code, ici mon person service impl base, et générer directement à partir du protofile. Et j'ai une classe qui est basée là-dessus et qui ensuite va devoir override donc, mon search many person with last name. Et derrière, je vais pouvoir faire ma recherche sur mon service. Le résultat de la recherche, je devrais le mapper dans le proto ici. Donc ça, c'est une extension fonction qui est définie ailleurs, qui fait du mapping vers le format proto. Et puis là, quand on est en plateforme thread, en fait, on ne doit pas renvoyer la réponse, on doit faire un onNext sur un observer de la réponse. C'était un petit peu comme le call.respond de Cater. Ici, on fait un response server pour onNext de la réponse. Et mon client ici, je vais utiliser un Manage Channel Builder pour builder un channel pour interroger mon client en gRPC. Parce que, une nouvelle fois, je ne change pas que le serveur, je change aussi la partie appel de mon service de POI. Donc là, mon service de POI, ça va être un service en gRPC. Donc je vais l'appeler en gRPC donc avec un channel ici, un blocking stub. Donc on est en plateforme ça, on fait des appels bloquants, une ARI. Et derrière, je dois à chaque appel construire mon proto-file, un peu de ma requête, mon proto, pas file, mais mon proto-object de ma requête. Et les éléments que je vais recevoir, c'est des éléments directement issus de mes proto-elements que je vais devoir mapper dans mon domaine. Donc par rapport à JSON où on avait un mapping avec du Jackson directement, là j'ai des éléments un peu différents. À votre avis, versus ce Cater, qui n'était pas le meilleur des HTTP, est-ce qu'on est meilleur ou moins bon avec un gRPC Platform Thread? Qui c'est qui pense que Cater est meilleur? Ouais, vous le sentez pas trop. Qui c'est qui pense que gRPC Platform Thread est meilleur? Là, on le sent bien. Du coup, on est meilleur. Est-ce que vous pensez même que ça peut être meilleur qu'un Spring Boot Platform Thread? Qui c'est qui pense que c'est meilleur que Spring Boot Platform Thread? Ouais, il y a quand même pas mal de monde. Qui c'est qui pense que c'est meilleur qu'un Spring Boot Virtual Thread? On est à 3200 requêtes secondes. Qui c'est qui pense qu'on peut dépasser les 3200 requêtes secondes avec ça? Ouais, il y a du monde aussi. Et du coup, est-ce que vous pensez que ça peut dépasser les 4000 requêtes secondes? Est-ce qu'il y en a? On hésite un peu, il y en a quelques-uns. Allons voir ce résultat parce que le temps nous manque. Ici, on a notre Armeria gRPC Unary et tout ça. On y va, on a des super promesses pour faire des super trucs. Et on est à... Ah ouais, 300 requêtes secondes. Non mais c'était quoi là? Il nous a raconté que c'était high performance là. Bon, allons voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Allez, combattant suivant là, tu vas y aller là, le petit robot. Armons-nous des coroutines pour aller voir ça. Allez, on y va, on lance la version coroutine. gRPC coroutine. Hop, en espérant que le temps ne me manque pas. Ça va être juste. Le bench est lancé. Donc dans les coroutines, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est très simple. Le même protofile, on va générer simplement des versions coroutines quand on génère les éléments à partir de protofile. Là, le base, ici, il est coroutine. Ça, c'est du code généré. C'est pas moi qui l'ai écrit, ce person service coroutine impl base. Donc il y a un code généré qui est basé sur des coroutines. Donc c'est supporté directement par gRPC Kotlin. Là, je suis vraiment sur le support de base de ces éléments-là. Et je vais avoir des suspend functions cette fois et donc pouvoir retourner directement ma réponse plutôt que d'utiliser un observer auquel je fais onNext. Je vais pouvoir vraiment faire un return de ma réponse ici directement. Donc un code qui est un petit peu plus lisible que quand j'étais en plateforme thread. OK pour ça. Pour le client, c'est pareil. Ici, je vais pouvoir, j'ai le même channel ici que tout à l'heure, avec simplement un stub qui est généré aussi, mais qui va être un coroutine stub basé sur ce channel. Et du coup, ce coroutine stub, je vais pouvoir l'appeler, obtenir ses résultats directement. Les résultats. Ah, j'ai peur que je sois un peu juste. Il est là, mon Armeria coroutine. Il est encore en train de tourner. Je suis à 26 secondes. Ah, je vais être serré là. Je ne vais pas attendre les 30 secondes qui se déroulent pour aller voir l'autre. Je vais avoir après mon virtual thread. Ça va me laisser l'occasion de parler un petit peu des virtual threads avec Armeria. Je pense que j'aurais du mal à avoir le live directement sur tous ces éléments.
Donc j'ai voulu aussi tester les virtual threads avec gRPC. J'avais fait des recherches plusieurs fois. Est-ce qu'il y a moyen de faire des virtual threads en gRPC Java? gRPC Kotlin étant basé sur gRPC Java, j'ai cherché avec gRPC Java. Les éléments que j'ai trouvés, c'est un GitHub dont les dernières nouveautés sont quand même pas toutes récentes, où il disait on anticipe des changements, mais pour l'instant rien n'est fait. Donc il n'y a pas de support de virtual thread avec gRPC Kotlin et gRPC Java. Il n'y a pas de support officiel. Je me suis dit qu'à cela ne tienne, hein, on a vu une API pour lancer les virtual threads, c'est pas très compliqué. Du coup, je vais faire un petit intercepteur gRPC. Cet intercepteur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va créer une factory de virtual thread. Et puis, sur cette factory, tout ce que je vais faire, c'est que, sur cet intercepteur, je vais intercepter tous les appels gRPC. Et à chaque appel, je vais surcharger une méthode d'un listener qui s'appelle onHalfClose. Il faut la trouver pour savoir qu'en fait, votre code applicatif, il est exécuté dans ce onHalfClose. Et du coup, à cet endroit-là, je vais aller faire un factory.newthread et faire le listener pour onHalfClose. Donc l'appel qui est délégué va être délégué dans une thread que je starte et je n'attends pas, je ne la join pas, donc je libère à ce moment-là la plateforme thread qui a été à l'initiative de cet appel, et le traitement de l'appel en lui-même va être réalisé par des virtual threads derrière. Une nouvelle fois, c'est un petit code qui permet de faire des virtual threads en gRPC, mais il n'y a pas de support, donc attention, hein, n'allez pas en prod avec un code comme ça, c'est juste pour du test, pour vérifier à quel point on peut obtenir des résultats. Je dois voir ici mon résultat Armeria Coroutine. Alors, les benches là, les matchs, qui c'est qui pense que le Armeria Coroutine est meilleur que le Armeria Platform Thread? À 300, on va y aller quand même. Qui c'est qu'on pense qu'il est meilleur que le Cator? Meilleur que Cator, quelques-uns. Qui c'est qui pense qu'on va être meilleur qu'un Spring Boot Virtual Thread? Allez, on y va carrément, on avance. Hop, pas grand monde. Ok, allons voir ça. Ben voilà, elles sont là les perfs, 4174 requêtes secondes, en passant à la version coroutine de gRPC. Ben voilà, avec des temps de réponse, un min à 22 millisecondes, un max à 220 et 95% des choses à 60 millisecondes. On est sur un truc qui est déjà beaucoup plus sympa. Je lance du coup ici, mais je n'aurai pas le temps de l'attendre comme il faut, surtout si j'arrive pas à cliquer au bon endroit, parce que c'est pas si facile hein, de cliquer au bon endroit. gRPC Viti, hop, je le lance dans le dos, on verra les résultats plus tard, mais vous les aurez, ça sera juste pour prouver un slide qui arrive après. Là, ça doit lancer mon truc. Il me reste exactement 2 minutes 30 pour une conclusion rapide sur tout ça. La première conclusion, ne vous fiez pas à ces benchmarks. Bien sûr que ces benchmarks, on teste une seule chose, un cas de test, ce n'est pas forcément votre cas de test. Donc faites vos propres benchmarks si vous voulez vérifier les perfs. Ça donne des indications sur un cas de test. J'en ai fait d'autres. Il y a pas mal de variabilité dans les résultats. Donc là, je leak tout de suite le résultat ici sur mon search person Wistat. Le fait que le gRPC Virtual Thread atteint les mêmes performances que mon gRPC Coroutine. Donc là, on est le plus et le meilleur hein, ici. Donc on voit les résultats qu'on a eu ici sur Spring PT, Spring Virtual Thread. J'ai eu des cas où j'ai atteint les 3000 déjà en Spring PT. Viti un petit peu au-dessus. Cator qui était systématiquement en dessous dans mes tests. gRPC PT le moins bon, et après j'étais à égalité à peu près entre un gRPC Virtual Thread, gRPC Coroutine, et j'ai aussi testé un client, un serveur HTTP4K qui est basé sur du Undertow, qui est un serveur développé par JBoss à l'origine, les équipes JBoss, donc Red Hat, en plateforme thread, mais qui utilise simplement un client gRPC. Et en utilisant le client gRPC avec ses plateformes thread pour Undertow, j'ai obtenu les mêmes résultats qu'en gRPC, Viti et Coroutine. Donc ne vous fiez pas aux premiers résultats qu'on a vus. Et sur d'autres cas de test, ici on voit si on fait juste un search person by last name, c'est en fait les autres appels derrière. Là j'atteins des 23 000 requêtes secondes en gRPC Virtual Thread. Hein. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes résultats ici. Et on voit que dans ces cas-là, Cator est meilleur que Spring PT et Spring Viti, par exemple. Voilà, donc une nouvelle fois, ne vous fiez pas à des benchmarks que vous voyez en conférence. Faites les vôtres, c'est plus la démarche qui peut être intéressante en elle-même. Pour autant, si on veut voir simplement coroutine ou virtual thread, il n'y a pas de grand gagnant. Par contre, il y a une grosse différence en termes de modèle de programmation. Je vous invite à regarder ça de plus près. Pour vos préférences, gRPC ou REST,
Le client, donc sur la partie microservices, les appels gRPC dans le monde Java, les clients gRPC de mes tests sont bien meilleurs que les clients HTTP. Donc ça fait une grosse diff globalement. Donc revérifiez bien les choses. Et au niveau utilisation réseau aussi, je ne l'ai pas montré, mais c'est divisé par 3 ou 4 l'utilisation du réseau en gRPC par rapport à HTTP. Vérifiez bien ce que vous testez vraiment. Est-ce que vous n'êtes pas en train de tester votre DB, votre serveur de POI, vos appels DNS, vos logs, etc. Pour aller plus loin, on peut faire plein d'autres choses. J'en ai fait beaucoup d'autres que je n'ai pas démontré. Il y en a beaucoup d'autres encore à faire avec du Quarkus, Microno, du GraalVM, etc. Du fine-tuning de la JVM, des thread pools, des frameworks, etc. Merci à vous tous pour tout ça. Vous avez un lien Open Feedback ici. Et donc, je travaille chez 4SH. On fait des formations, expertise, coaching, du forfait, Java, Kotlin, Kubernetes, MongoDB, tout ça. Venez si vous avez besoin de conseils. Et merci à tous pour votre attention. On n'a malheureusement plus le temps pour les questions, mais je serai dans le coin, donc si vous voulez m'interroger, n'hésitez pas voilà, sur ces sujets-là. Merci à vous tous.